Donc en fait, c'est le dernier webinaire d'un trio, d'un cycle de trois que nous avons organisé dans le cadre de notre action On mange quoi demain? Alors pour info, les deux premiers étaient sur le végétarisme et sur le batch cooking et ils sont déjà disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse et si vous les avez loupés, n'hésitez pas à aller les revoir. Peut-être juste avant de vraiment se lancer dans le sujet, faire un petit rappel, même si on est nombreux à voilà. Même si on est nombreux depuis la grande période du Covid à savoir comment ça fonctionne, mais un petit rappel est le bienvenu. Donc, pendant ce webinaire, vous pourrez mettre vos questions ici dans un onglet qui s'appelle Discussion ou Chat. Si vous tapez dessus, cliquez dessus, ça ouvre une fenêtre de discussion. Veillez bien à ce que ce soit bien marqué, envoyé à tout le monde, parce que la semaine passée, apparemment, on a une participante qui a envoyé toutes ses questions à une autre participante. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous les mettez dans le chat, comme ça vous ne les oubliez pas. Et Elena, qui est là ce soir avec nous, ma collègue Elena, se fera un plaisir de récupérer toutes vos questions et de les transmettre à Sophie à la fin de la présentation. Et alors, on vous encourage aussi dans l'affichage à choisir l'affichage intervenant pour avoir une bonne expérience de cette présentation. Un petit mot sur EcoConso. Donc, on vous accueille ce soir. On est les organisateurs de cette série de webinaires. Donc, on est une association, une ASBL, qui existe depuis plus de 30 ans en Belgique. Et notre mission, c'est vraiment d'encourager à la fois des choix de consommation et des comportements qui sont plus respectueux de la santé et de l'environnement. Et une de nos spécificités, c'est vraiment de travailler sur tous les thèmes de la consommation. Donc, autant l'alimentation, comme ce soir, que l'énergie, les déchets, l'habitat, la mobilité, les produits d'entretien, le zéro déchet. Donc voilà, on est vraiment dans tous les champs, on est actif dans tous les champs de la consommation. Et je vous ai indiqué ici nos coordonnées. Donc sur notre site web, vous retrouvez une foule d'infos et de conseils pratiques. On a aussi un service conseil gratuit par téléphone et par email si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions. Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. Un petit mot sur On mange quoi demain? Donc, c'est notre action de cette année, notre campagne 2024. Face à tous les défis que l'on connaît aujourd'hui, les défis environnementaux, notamment autour du climat, les défis sociaux, aussi les défis économiques. Vraiment, il y a plein de thèmes, on en parlait juste avant avec Sophie avant de démarrer, il y a plein de thèmes qui se croisent dans l'alimentation. Et aujourd'hui, on se demande vraiment, ben, demain, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir tous se nourrir bien face à tous ces défis? Et donc, comment est-ce qu'on peut aller vers plus de résilience alimentaire? Donc, adapter notre alimentation pour qu'on puisse encore manger bien et mieux demain. Dans ce cadre-là, on propose une série d'infos que vous pouvez retrouver sur notre site sur ecoconso.be/miam autour de différents grands thèmes de l'alimentation. Donc, l'idée est vraiment de voir à son niveau, au niveau d'un citoyen, d'une citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire de comprendre les enjeux jusqu'à réduire le gaspillage alimentaire en passant par comment faire ses courses, comment composer son assiette, comment produire soi-même avec un potager, par exemple. Et pour ça, on vous propose quelques suggestions au menu, différents outils, des podcasts et des vidéos. On a eu le plaisir de partir à la rencontre de plusieurs producteurs et productrices ainsi que de plusieurs consommateurs et consommatrices. On en a tiré des interviews en podcast en version longue et aussi des versions un petit peu courtes en vidéo qu'on vous invite à découvrir. Il y a aussi des animations comme le webinaire de ce soir ou des animations qu'on peut faire sur demande. Et on travaille, il n'est pas encore publié, mais on est en train de finaliser un mind map des acteurs belges en alimentation durable, puisqu'il y a déjà plein de choses qui se font en Belgique, mais parfois on ne les connaît pas, on ne sait pas très bien à qui s'adresser. Et donc l'idée, c'est de rendre plus visibles toutes ces actions. Et alors, on vous propose toute une série d'articles. Ici, j'en ai sélectionné quelques-uns qui pourraient être liés au sujet de ce soir, avec des astuces pour manger moins de viande, pour manger flexitarien, comment est-ce qu'on peut manger bio et pas cher, des bonnes adresses pour trouver des produits locaux, bio. Et alors, à la fin, quelques références un peu plus orientées vers les familles. On avait notamment travaillé il y a 2 ans sur une thématique génération éco-conso. Et il y a un épisode du podcast qu'on avait fait à l'époque qui est vraiment consacré à l'alimentation, avec plein de partages de bonnes idées de plusieurs familles. Donc, on vous invite à aller le découvrir. Dans le cadre de vraiment de cette action-ci sur On mange quoi demain, on a fait un petit sondage avant de démarrer, avant de créer nos outils. C'est pas une étude statistique, enfin, à valeur statistique, c'est vraiment un peu des coups de sonde autour de nous.
sur les freins qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile de passer à une alimentation durable ou de faire ça au quotidien. Et ce qui est ressorti en premier lieu, c'est le manque de temps, et puis les moyens et l'argent, la motivation et les connaissances, et enfin la situation familiale ou sociale. Et donc ce soir, avec ce webinaire, on espère adresser un de ces freins avec la situation familiale, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de personnes qui nous ont dit ah, mais moi j'aimerais bien, mais c'est compliqué avec mes enfants, j'arrive pas à leur faire manger ce que je veux. Bon, j'ai les enfants, mais parfois c'est d'autres membres de la famille. Et donc, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce petit visuel. Si vous étiez déjà là pour le webinaire végétarisme, je l'avais déjà un petit peu présenté. En fait, on est parti, on a regardé quelle est l'assiette actuelle, d'après les statistiques, de quoi se compose notre assiette. Et si on opte pour une assiette flexitarienne, c'est-à-dire en gros, c'est manger moins de viande sans être végétarien pour autant, à quoi ça ressemble? Sachant que l'assiette flexitarienne est une assiette qui est plus vers quoi on devrait tendre, c'est plus durable et ça répond aux recommandations nutritionnelles aussi de Cienciano. Et en fait, on voit que dans l'assiette de base, les légumes, c'est un petit quart de l'assiette, alors que dans l'assiette flexitarienne, eh bien évidemment, on a réduit une part des protéines animales pour rajouter des protéines végétales, on a changé d'autres choses, mais on a aussi augmenté la part des légumes. Elle représente là un gros quart plutôt. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, en faisant cet exercice, on est arrivé dans l'assiette flexitarienne à intégrer 65% de bio et de local pour un peu moins cher que l'assiette classique. Et on a réussi à diviser par deux, plus que diviser par deux, l'impact environnemental, en tout cas au niveau des émissions de CO2. Tout ça pour dire qu'en fait, par rapport à un certain nombre de freins, que ce soit les freins financiers, etc., eh bien, on se rend compte qu'en fait, manger mieux au sens large, ça permet en fait de faire aussi des économies. C'est pas forcément plus cher, c'est plus accessible. Mais là, ce soir en particulier, on va regarder notre bout de camembert vert clair sur les légumes, parce que c'est bien de se dire on va mettre plus de légumes dans son assiette, mais concrètement, comment est-ce qu'on arrive à faire passer cette pilule-là auprès de ses enfants? Euh, on entend quand même souvent, Burk, c'est vert, je vais pas manger ça. Parfois même, ils n'y ont pas du tout goûté. Et donc, on a eu envie d'inviter Sophie Prête pour discuter un petit peu de nutrition et des astuces par rapport aux enfants. Donc, elle est diététicienne et spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et elle est en particulier très intéressée par tout ce qui touche à la psychologie alimentaire, surtout dès le plus jeune âge. Et donc, voilà, Sophie, je te passe la parole. Merci Anne, merci pour cette petite introduction, c'était super intéressant. Donc bonjour à tous, ici j'ai pu recevoir à l'avance quelques petites questions et j'ai vu que en public j'allais avoir ce soir des jeunes parents, des futurs parents, des grands-parents aussi ou des personnes qui travaillent dans le milieu de la périculture et également des adultes qui veulent eux aussi augmenter leur quantité de légumes. Alors, je vais essayer de partager mon écran, j'espère. Vous me dites, voilà, partager. Est-ce que tout le monde voit? Ça a l'air de bien passer. C'est bon? Donc voilà, comme l'a dit Anne, donc je suis diététicienne. Ça fait 1 an maintenant que je suis diplômée. Et pendant mes études, j'ai choisi de prendre l'option de la psychologie alimentaire. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui m'intéresse. Parce que pour moi, avant d'avoir une relation saine avec l'alimentation, il faut, avant de manger équilibré et de manger sain, il faut d'abord avoir une relation saine avec l'alimentation. Comme dit le dicton, un esprit sain dans un corps sain. Et donc, ce sujet de comment faire manger des légumes aux enfants me tient à cœur. Et si je pouvais aussi changer l'intitulé, je le changerais et je dirais même comment donner envie de faire manger des légumes aux enfants plutôt que de les obliger. Alors, donc, avant de passer dans le vif du sujet, je pense qu'il est intéressant de faire une petite parenthèse sur l'importance de manger des légumes. Déjà parce que ça apporte du goût, de la saveur, de la texture et surtout des couleurs dans l'assiette. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une assiette pleine de couleurs est beaucoup plus agréable et beaucoup plus appétissante qu'une assiette monochrome. Pour le plaisir de manger, il est très important, surtout en tant que parent, de mettre un point sur le fait de prendre du plaisir à manger des légumes plutôt que sur l'aspect nutritif.
souvent les enfants, ils n'ont pas encore conscience vraiment de l'aspect nutritionnel d'un aliment. Du coup, il faut vraiment mettre l'accent sur le plaisir de manger et non pas par corvée, juste pour la santé. Les deux sont bien, mais surtout pour le plaisir de manger. Sans surprise, du coup, les légumes contiennent beaucoup de vitamines, de fibres, de minéraux. Alors, il est très important de savoir que les légumes, les vitamines, pardon, se trouvent dans les pigments colorés du coup des légumes. Donc, les légumes, par exemple, verts auront un certain type de vitamines et les légumes rouges auront un autre type de vitamines, ce qui est donc important de varier les légumes, pas toujours manger que des légumes verts ou que des légumes rouges. Donc, ça, c'est important de varier les légumes encore plus chez les enfants. Les légumes contiennent aussi beaucoup de fibres et de minéraux qui vont aussi agir sur tout ce qui est transit. Donc, beaucoup d'enfants ont encore des problèmes de ballonnement, de constipation, surtout dès le plus jeune âge. Donc, c'est surtout important de manger des fibres et des minéraux pour éviter tous ces petits désagréments au niveau des intestins. Donc, voilà pour la petite parenthèse sur les fruits et les légumes. Alors, passons maintenant au vif du sujet. À l'heure actuelle, combien de parents ou combien de personnes ont déjà vu un enfant chicaner du coup sur les légumes, dire ah, c'est vraiment pas bon, je n'en veux pas, déjà rien qu'avant de goûter, voir la purée avec les petits trucs verts dedans, non, non, je ne veux pas. Mais ne vous en faites pas, c'est normal, ça se passe toujours comme ça quand ils ont entre 2 et 10 ans et vous n'êtes pas les seuls. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la néophobie alimentaire. C'est la peur en fait de goûter un nouvel aliment. Euh, un nouvel aliment, ça peut être par exemple une courgette en morceaux. Si pendant des mois et des années vous avez servi des courgettes sous forme de soupe à un enfant et qu'ensuite vous lui servez sous forme de morceaux, pour lui ce sera un nouvel aliment. Euh, donc c'est normal, c'est entre 2 à 10 ans. La première chose, c'est du coup d'essayer de comprendre la réaction de l'enfant. Euh, à cet âge-là, c'est le développement du goût, c'est l'autonomie, et l'enfant va essayer de s'affirmer face aux parents. Donc, il faudra prendre patience, réessayer plus tard et présenter le légume à nouveau une autre fois. Ce qui est surtout important, c'est de toujours présenter un légume dans l'assiette, même si on sait que l'enfant ne va pas y toucher. Il faut que l'enfant se mette en tête qu'une assiette saine et équilibrée, il y a la portion de légumes, la portion de protéines, la portion de glucides, enfin de féculents, donc les pâtes, etc. Mais il faut toujours qu'il y ait les légumes dedans, même s'ils n'y touchent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants à qui on ne sert plus de légumes parce que, on sait qu'il ne va pas en manger, que ça va être du gaspillage. Mais du coup, ils ne vont pas se mettre en tête qu'avoir des légumes dans son assiette, c'est normal. Ils ne vont pas découvrir les légumes non plus. Beaucoup d'enfants ne savent pas encore ce que c'est un poivron, un chicon, des poireaux, etc. Alors, pour ce qui est du camouflage alimentaire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une question qui reviendra assez souvent. Alors oui et non. Alors déjà, la première chose, c'est que si on cache un aliment, donc par exemple un brocoli, dans une purée, il faut absolument prévenir l'enfant. Il faut lui dire qu'il y a ce brocoli dans l'idée et pas dans la purée et pas le ruser. Parce que si on cache du brocoli ou un autre aliment dans une purée ou dans un autre, dans une autre mixture et qu'on lui dit pas, il va perdre confiance, ça va pas lui plaire et il va penser qu'on va tout le temps cacher des légumes et des choses qu'il n'aime pas dans sa nourriture. Ça va donc aussi provoquer une néophobie alimentaire comme on en a parlé juste avant. Donc, on peut cacher des légumes dans la purée, mais il faut toujours prévenir. Ça permet d'augmenter la dose de légumes. S'ils préfèrent comme ça, c'est tant mieux. Mais par contre, ça peut avoir un impact sur le développement du goût, parce que si on cache tout le temps les courgettes dans une purée, il ne va plus savoir ce que c'est vraiment la texture et le goût d'une courgette. Une autre astuce aussi pour leur faire manger des légumes, c'est absolument les rendre acteurs. Donc, il faut faire les courses avec eux, il faut cuisiner avec eux, il faut qu'ils participent à la conception de leur plat. Donc, une bonne astuce aussi, c'est d'afficher les légumes de saison, en tout cas, sur le frigo et leur demander d'en choisir juste avant d'aller de faire les courses, juste avant de faire la liste des ingrédients. Ils peuvent choisir ensemble. Vous prenez par exemple un livre de recettes, vous leur demandez de choisir 3 recettes dans le livre et comme ça, il va pouvoir lui-même choisir les légumes qu'il met dedans et faire une assiette équilibrée. Donc, par exemple, une autre astuce aussi, c'est
ou même de batch cooking. Tous les lundis, c'est quiche, tous les mardis, c'est stoump. Comme ça, ils savent que la base du plat du lundi, ça va être une quiche. Et toutes les semaines, ils vont pouvoir changer le légume qu'ils vont mettre dans la quiche. Quand vous le prenez avec l'enfant au magasin, on peut lui faire parcourir les rayons pour qu'il là aussi choisisse le légume qu'il veut. Comme ça, il peut les toucher, il peut voir à quoi ressemblent tous les légumes même qu'il ne connaît pas. Il peut découvrir, il peut voir les sentir, les toucher, et ça va aussi lui donner envie de cuisiner et de manger ses légumes. Pour cuisiner avec, là aussi, ça dépendra de l'âge. Il y a une petite fiche sur Naître et Grandir qui montre comment cuisiner, qu'est-ce que les enfants peuvent faire en fonction de leur âge quand ils participent à la cuisine. Et ensuite, cuisiner, du coup, une fois qu'on a fait les courses, qu'on a été au magasin, là, vous pouvez cuisiner avec l'enfant. Alors, il y a différents types de cuisiner des légumes. Donc d'abord, on peut proposer plusieurs types de cuisson. Donc il y a la cuisson au four, la cuisson à la poêle, au wok, en sauce ou à la vapeur. La cuisson au four, souvent, c'est ce qui plaît car ça a un goût un peu plus croustillant, un peu plus fumé. On peut rajouter des épices pour exaucer le goût et c'est quelque chose qui plaît assez fort à l'enfant. La vapeur, c'est très intéressant nutritionnellement, mais souvent ce n'est pas ce que les enfants préfèrent. Après, on peut rajouter une petite sauce au-dessus pour donner envie. Par exemple, une sauce béchamel, une sauce tomate, etc. pour donner plus d'appétence et pour plus donner envie à l'enfant de consommer. Les légumes à la poêle et au wok, ça aussi, c'est un peu comme au four. On peut très bien agrémenter avec beaucoup d'épices, les faire griller, leur donner plus de goût. On peut rajouter aussi un petit peu de sauce soja, etc. pour les enfants, pour qu'ils découvrent aussi beaucoup de légumes en même temps. Et en sauce, ben, par exemple, la sauce bolognaise, beaucoup d'enfants aiment bien. Et ce que les enfants aiment aussi, c'est la sauce légumes. Donc, par exemple, vous prenez des brocolis vapeur que vous mixez avec un peu de crème, un peu de fromage. Et ça, on les mixe et ça fait vraiment une sauce onctueuse, pleine de goût que les enfants adorent et qu'on peut rajouter à des pâtes, parce que ça aussi, les enfants adorent les pâtes. Donc, ça fait vraiment une sauce remplie de légumes et ça passe comme si rien n'y paraît. Ensuite, le finger food, donc c'est l'astuce de faire manger les légumes avec les doigts. Si les enfants adorent manger avec les doigts, ça je pense que tout le monde le sait. Et surtout sous forme de frites. Les frites aussi, ça c'est quelque chose que les enfants adorent. Et on peut faire n'importe quel légume sous forme de frites. On peut faire des frites de patates douces, des frites de carottes, des frites de courgettes. Donc là, il suffit simplement de couper les légumes en bâtonnets, d'ajouter un peu d'huile d'olive, un peu d'épices, de sel, de poivre et de les mettre au four. Attention qu'il est à noter que les enfants ont des papilles gustatives beaucoup plus sensibles que les nôtres. Donc attention au sel. Si ça vous paraît pour vous pas trop salé, pour eux, ça peut l'être fort et ça peut dégoûter et ça peut même les rendre réticents. On peut aussi faire sous forme de bâtonnet. Donc ça, il y a des petites recettes après ici, comme par exemple des croquettes de chou-fleur au quinoa. Il suffit juste du coup de prendre du chou-fleur cuit, de le mixer du coup dans un blender, de rajouter 50 grammes de quinoa cuit, de l'huile d'olive, de la fécule de maïs. On fait tout, on palpe tout ensemble pour former des petits bâtonnets. Ça part au four et ensuite tu peux le prendre avec la main et les tremper dans une petite sauce, comme par exemple ici une petite sauce ketchup. Ça aussi, les enfants adorent. Il y a 250 grammes de chou-fleur pour une recette, donc c'est vraiment un bon apport en légumes. Les crudités trempettes, donc ça c'est vraiment comme à l'apéro et ça aussi les enfants aiment beaucoup. On peut faire soit sous forme de sauce cocktail, une sauce au fromage avec du persil, un peu d'ail, un peu de jus de citron et ça aussi ça les stimule, ça ils peuvent jouer avec, donc ça c'est vraiment chouette. Encore dans l'optique des bâtonnets de légumes, il y a aussi les muffins de légumes. Donc ça, c'est comme des muffins normaux, sauf que on rajoute des légumes dedans. Donc ça va être une base de pâte à muffins, donc du lait, des œufs, de la farine. On rajoute du comté et peut-être les épices qu'on veut dedans pour ajouter un peu plus de goût. Des brocolis et ça fait vraiment des légumes, des muffins appétissants avec des petits légumes dedans. Et ça passe vraiment comme un petit gâteau et les enfants se régalent.
Et encore dans l'autre idée, il y a aussi les gaufres de légumes et les pancakes de légumes. Exactement comme pour les muffins, il suffit simplement de faire une base de pâte à crêpes, de pâte à gaufres et de rajouter des légumes soit râpés, soit... oui, généralement c'est râpé et ça passe aussi, c'est coloré. Mais ça, c'est exactement comme le camouflage alimentaire, il faut bien leur prévenir qu'il y a des légumes dedans. Au début, s'ils sont un peu réticents à cause de la couleur, on peut d'abord, par exemple, râper la courgette, enfin râper l'extérieur de la courgette pour ne plus qu'il y ait cette épluchure verte, pour ne pas qu'il y ait cette couleur verte, et ensuite leur montrer que c'est pas mauvais, qu'il n'y a pas vraiment le goût de la courgette, mais qu'ils mangent comme de la courgette, et ensuite petit à petit réintroduire la couleur, donc réintroduire l'épluchure de la courgette dedans. Et pareil, les pancakes, on peut les manger soit en sucré, soit en salé. Ça n'a pas le goût du légume n'est pas fort présent dedans en tout cas. On peut également du coup rajouter des légumes dans les desserts, comme par exemple ici, ça j'ai déjà fait cette recette avec ma petite cousine, c'est des brownies à la courgette. Et en fait, la courgette remplace le beurre dans la recette. Donc ça peut vraiment être un petit goûter sain, une petite recette saine. Et il suffit juste aussi de râper les courgettes, de bien les essorer parce que sinon ça rend beaucoup d'eau. Ensuite, on mélange tout ce qu'il faut, donc le chocolat, la farine, les œufs, etc. On incorpore le tout dans la mixture et on fait passer au four. Et là aussi, l'enfant mange les légumes sans avoir ce goût de courgette. Ensuite, il y a raconter une histoire autour du légume. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment bien pour les enfants. Donc ici, c'est le pizza art. J'ai trouvé ce mot pendant que je faisais la présentation. Donc en fait, une pizza, on a souvent la tendance à l'associer à de la junk food, à de l'alimentation malsaine. Mais si c'est fait maison et qu'on rajoute beaucoup de légumes dessus, ça peut être vraiment un plat très sain. Le problème dans les pizzas industrielles, c'est qu'il y a énormément de fromage et de matière grasse dessus, ce qui fait que ça devient vraiment quelque chose de très gras et très riche. Mais si c'est fait maison, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Euh, les légumes qu'on veut et ça devient vraiment quelque chose de beaucoup plus sain. Donc par exemple ici on a une petite pizza en forme de poisson, ça peut être une pizza en forme de chat, en forme de petit fantôme si c'est Halloween. Et ici une super belle pizza que j'ai trouvée aussi, c'est avec des petites asperges pour faire vraiment cet aspect forêt, parc fleuri aussi avec les enfants. Raconter une histoire autour du plat. Donc, par exemple, ici, c'est l'histoire du petit lapin qui rentre dans sa voiture. Et ici, j'ai mis une image du coup de pâte rose pour les enfants qui aiment tout ce qui est Barbie, etc. Là, c'est aussi la technique du mixer un légume avec un peu de crème. Là, c'était de la betterave. Alors, souvent, la betterave, on a un peu peur pour les enfants car c'est un petit goût terreux. Mais ici, c'est la recette, c'est juste rajouter du fromage frais, un petit peu de jus de citron, sel, poivre dans la betterave qu'on mixe et ça va vraiment ça va vraiment retirer ce goût terreux et ça peut du coup donner une jolie sauce rose qui donne vraiment envie aux enfants. Donc là, comme je vous avais dit, les légumes mixés avec un peu de crème, ça fait vraiment une délicieuse sauce. On peut faire ça avec n'importe quoi, avec des carottes, des brocolis, des courgettes, etc. Alors pour ce qui est des desserts, ça aussi c'est une question qui revient souvent. Pas de chantage avec les desserts. C'est parce que ça laisse supposer que le dessert est meilleur que le plat. Souvent, on dit tu termines tes légumes, tu termines ton assiette, ou sinon tu n'as pas de dessert. Mais c'est pas une bonne chose parce que le faire d'abord terminer son assiette s'il n'aime pas, ça va aussi provoquer de la néophobie alimentaire. On peut surtout pas imposer à un enfant de vider son assiette parce que, comme je l'avais dit juste avant, des fois, c'est pas juste un caprice, c'est juste de la peur, c'est juste de la méfiance, la peur de l'inconnu. Donc, on n'impose pas à un enfant de terminer son assiette s'il ne veut pas. On peut lui dire de goûter, mais dire que si l'enfant ne termine pas, si l'enfant termine son assiette, il a un dessert à la fin, c'est pas une bonne chose parce que ça laisse vraiment supposer que le plat, c'est vraiment une corvée et que s'il il remplit sa tâche, il aura un dessert, mais du coup, ça ne va pas. Et qu'en plus de ça, ça habitue l'enfant à prendre un dessert. Et même si à la fin, il n'a pas forcément envie d'un dessert, avec l'habitude, il aura toujours envie d'en consommer. Et ça, c'est pas une bonne chose non plus. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions dans le chat. Pas encore, pas encore.
Mais je peux reprendre du coup les questions que j'ai reçues par mail. Donc j'ai vu qu'il y en avait du coup qui demandaient, je vais essayer de... Merci beaucoup, Sophie. En tout cas, voilà, j'allais te proposer d'arrêter le partage de la présentation. Merci beaucoup. Et donc, comme on souhaitait vraiment laisser une large part aux questions. Donc, pendant que Sophie et peut-être Elena, vous parcourez, puisque donc, pour les participants, vous avez eu l'occasion de poser certaines questions d'avance. N'hésitez pas, pendant que qu'on regarde à ça, à poser les questions qui viendraient dans le chat ou peut-être aussi à partager vos expériences. Ça peut être sympa d'entendre ce qui marche chez vous ou pas. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat. Oui, Ici, je si je vois, vois une... Ah, pardon, vas-y Sophie. c'est juste avec les questions que les participants avaient envoyées avant le webinaire. Si je vois par exemple pour les pois chiches et les lentilles, c'est galère pour faire manger ma fille. Une bonne astuce en tout cas pour les pois chiches et les lentilles, c'est de les mixer par exemple dans la soupe. Ça rajoute une certaine texture. Là, je ne trouve plus le zoom. Ah, voilà. Ça rajoute une certaine texture. Ça rajoute aussi des protéines dans la soupe. Et si c'est cet aspect un peu plus terreux que l'enfant n'aime pas, on ne le retrouvera pas justement dans la soupe. Alors, ici, j'avais une autre question que je trouvais aussi intéressante. C'était, est-ce grave si mon enfant se limite à 3 légumes? Et il mangeait des légumes et d'un coup n'en veut plus. À partir de quand faut-il s'en inquiéter? Oui, donc ça, comme je disais, c'est important du coup de bien varier sa source de légumes, car chaque légume, chaque catégorie de légumes a des vitamines différentes. Par exemple, dans la tomate, on peut retrouver de la vitamine A, du lycopène, qui est des vitamines qu'on ne retrouve pas spécialement dans le brocoli. À l'inverse, un brocoli ou des épinards, les légumes verts, on retrouve de la vitamine K, de la vitamine B qu'on ne retrouve pas spécialement dans les carottes ou les tomates. Donc oui, c'est assez important. Euh, si c'est difficile de les faire manger, ben oui, on peut proposer d'autres formes, d'autres sauces, ou alors il y a beaucoup de sites internet maintenant qui proposent des recettes euh, pour varier les légumes, aussi les introduire dans tout ce qui est gaufres, crêpes, etc. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup moyens d'intégrer des légumes de couleurs différentes et de variétés différentes dans l'alimentation de l'enfant. Merci. Il y avait aussi une question, bon, c'est peut-être un peu plus éloigné, mais que faire pour les enfants intolérants au lactose ou au gluten? Peut-être par rapport aux sauces dont tu parlais ou aux pâtes, Oui. mais voilà. Euh, pour ce qui est des sauces, du coup, on peut remplacer la crème fraîche du coup par de la crème soja ou de la crème d'avoine. Euh, et puis pour tout ce qui est farine, là, on peut les remplacer par exemple de la farine de sarrasin, d'autres farines qui contiennent pas de gluten. Donc pour l'instant, maintenant à l'heure actuelle, c'est assez beaucoup plus facile pour remplacer tout ce qui est produit avec lactose et produit avec gluten. Et si c'est un enfant qui est intolérant ou qui a même la maladie cœliaque, là c'est important aussi d'aller consulter une diététicienne parce qu'il y a beaucoup d'aliments où on s'en rend pas compte, mais il y a du gluten dedans. Par exemple, si on prend le cacao, je sais que beaucoup d'enfants adorent le cacao. Dans le cacao, il y a de la farine. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Pareil dans les charcuteries, le salami, etc. On peut aussi retrouver du gluten. Donc ça, c'est vraiment important d'aller voir une diététicienne pour qu'elle dise vraiment la liste des ingrédients à éviter pour les enfants qui ont la maladie cœliaque. Et alors, je vois dans le chat, ce serait intéressant de disposer de ce tableau des couleurs et des vitamines associées. Est-ce que je pense qu'il n'était pas dans le PowerPoint? Ah oui. C'est un moyen de l'envoyer éventuellement? Oui, ça, je vais Ouais. l'envoyer, oui. Ok, super. Euh, alors, nous appliquons déjà tout ce qui a été dit pour notre fille de 20 mois qui mange de tout sous toutes les formes depuis toute petite. Cuisiner maison et de saison ne prend pas autant de temps que beaucoup le pensent. Eh ben, donc, c'est bien. Ça valide que c'est possible. Oui, c'est de l'organisation. Ouais, et alors, est-ce qu'un potage ou un smoothie de légumes peut remplacer un légume entier, entre guillemets? Alors, pour ce qui est des potages, ça, c'est une super alternative si les enfants ont du mal à manger des légumes. Mais par contre,
l'enfant ne va pas pouvoir développer son goût et développer tout ce qui est autour du légume, la texture, parce que ce sera toujours sous forme mixée et sous forme de potage. Et surtout que les potages, généralement, la plupart du temps, il y a plusieurs légumes dedans. Donc, si on lui fait un potage de tomates avec des carottes, il ne saura pas dissocier le goût de la tomate, le goût de la carotte. Et donc, oui, une potage, c'est une bonne idée, mais il faut continuer quand même à présenter des légumes sous forme de morceaux, que ce soit au four, que ce soit sous forme de sauce, enfin sous d'autres formes en tout cas. Et aussi pour tout ce qui est smoothie, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Souvent, c'est des fruits, des jus de fruits mixés, on retire tout ce qui est fibre. La fibre, c'est super important aussi pour le transit intestinal. Et que si dans un smoothie, par exemple, on met trois fruits, c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup de sucre en une dose. Donc ça, il vaut mieux éviter. Alors, dans le chat, je privilégie les questions en direct et puis, s'il faut, on revient aux autres. Petit, mon fils avalait tous les légumes en purée, mais en grandissant, il ne mange quasi plus de légumes. On a aussi trois légumes appréciés et le pire, c'est les crudités. Oui, oui. Les crudités, je sais pas quel âge il a, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur si les enfants n'ont pas encore toutes leurs dents, ou c'est vrai que ça peut être plus désagréable pour eux. Après, je sais pas si vous présentez sous plusieurs formes différentes ou si c'est juste seulement présenté sous forme de légumes à la vapeur ou toujours sous la même forme, mais peut-être essayer plusieurs formes différentes. Et si c'est sous forme de purée, est-ce que c'est sous forme de purée de légumes, 100% légumes, ou est-ce que c'est sous forme de purée avec des pommes de terre avec? On va peut-être laisser la personne répondre à ces questions-là. Entre-temps, il y avait aussi une question. À quel moment de la journée les légumes sont le plus bénéfiques? À tout moment, normalement, il faut des légumes à tous les plats. Après, je sais que le matin, c'est très compliqué de faire manger des légumes. Même pour nous, les adultes, on n'a pas du tout l'habitude de manger des légumes le matin. Après, s'il n'a pas sa portion de fruits ou légumes le matin, c'est pas catastrophique du tout. Euh, on peut, pendant la collation de 10 heures, introduire un fruit pour justement qu'il ait sa portion de légumes ou de fruits, mais qui est décalé de quelques heures. C'est pas du tout dramatique. De toute façon, la recommandation, c'est 5 fruits et légumes par jour. Attention que dans les 5 fruits et légumes par jour, l'idéal c'est 2 fruits, 3 légumes. Toujours plus de légumes que de fruits parce qu'il y a beaucoup moins de sucre dans les légumes que dans les fruits. Mais normalement, oui, il faut un légume à tous les repas, mais pas obligé pour le matin, en tout cas. Des conseils pour accompagner des enfants en crèche qui présentent beaucoup de difficultés alimentaires. Donc ça, c'est une infirmière qui demande. Euh, mais est-ce que la crèche dispose d'une cuisine, est-ce que c'est une cuisine de collectivité? Est-ce que c'est imposé par un chef? Ou est-ce que c'est les péricultrices de crèche qui font ça? Ouais. Oui, c'est Cuisine de cuisine de collectivité. collectivité. Oui, là, donc, je suppose que c'est un chef cuisinier qui s'occupe de tout ça. Euh, mais là, oui, ce serait avec des menus de saison, oui, ça, c'est super. Euh, Peut-être plus, du coup, les assaisonner avec plus d'épices, etc. Enfin, pas non plus trop épicés parce que c'est des enfants, c'est des bébés, mais les présenter aussi sous plusieurs formes. Et je sais que les enfants, surtout en bas âge, adorent tout ce qui est finger food. Donc, comme j'avais expliqué, les petits bâtonnets de légumes. Essayer de demander au chef si c'est possible de... Bon, ça demande beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus de travail, plus de temps en cuisine pour les cuisiniers, mais de proposer sous forme de petits bâtonnets de légumes, des petites mixtures comme des petits nuggets de légumes. Mais en tout cas, la finger food, je sais qu'en crèche, ça fonctionne vraiment super bien. Et pourquoi pas faire des activités avec les enfants, mais associées à leur âge, évidemment, pour introduire, en tout cas, leur apprendre le monde des légumes. Comme ça, ils voient les légumes autre part que uniquement sur le temps de midi dans leur assiette. Merci. Et c'est vrai que je me souviens qu'à la crèche de ma fille, ils les faisaient se servir eux-mêmes en fait. Donc il y avait une sorte de buffet. Après, je sais pas si c'est possible, ça dépend peut-être de la taille. Ils les faisaient se servir eux-mêmes et du coup, cette découverte passait aussi par le fait que c'était pas une imposition, mais Oui, c'était c'est un ça. choix. Et donc ça donnait Oui, aussi plus envie de se servir. oui, c'est ça. Donc là, de nouveau, il les rendre acteurs de leur alimentation plutôt que de leur imposer toujours.
J'ai bien entendu qu'il ne faut pas dire à l'enfant de terminer son assiette, mais dans la pratique, que faire? Céder, proposer autre chose à manger, le laisser aller dormir sans avoir mangé assez, juste se dire qu'on essaiera d'autres choses demain. Ça sent le vécu. Oui, donc un enfant qui termine pas son assiette du coup un enfant qui termine pas son assiette de légumes ou son assiette tout court? En tout cas, si c'est son assiette bah, de tout ce qui est protéines, féculents, son assiette en général, ça de toute façon, il y a aussi un âge où les enfants sont très capricieux, ils ont besoin d'avoir l'attention sur eux. C'est surtout par exemple l'âge de 2 3 ans. Ils aiment bien que les parents aient l'attention sur eux et du coup ils essayent entre guillemets de se faire remarquer en ne voulant pas manger. Comme ça les parents s'inquiètent, ils s'occupent beaucoup d'eux. Et donc dans ce cas-là, il faut juste, si l'enfant veut pas, ben, on range l'assiette, on repropose à un autre moment, mais il faut surtout pas paniquer et s'inquiéter autour de l'enfant, sinon il va avoir ce qu'il veut. Euh, mais de toute façon, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim, ça c'est sûr. Il va peut-être faire tester du coup ses parents, tester la limite des parents, mais il ne se laissera jamais mourir de faim. Donc il faut juste reproposer l'assiette à un autre moment. Merci pour la réponse. Et alors, donc c'est un enfant de 5 ans. Donc effectivement, j'imagine que les âges enfin, sont variables. Et alors, s'il y a des références de livres de recettes pour la finger food, si tu Euh, as des références pour ça. Ça, j'en ai pas spécialement, mais je sais que tous les livres du style Simplissime, etc., ils sont très variés. Ils font des recettes vraiment très simples qui sont faites en 5 minutes top chrono et souvent c'est équilibré. Ou sinon, non, ça, j'ai pas de référence directement sur la finger food. Ok, merci. Alors, je regarde s'il y avait d'autres questions. Comment gérer, bah, ça rejoint un petit peu la question, mais comment gérer les enfants enfin, picky eaters, je pense que c'est qui grignotent, qui picorent et qui du coup ne veulent pas manger peut-être l'entièreté de l'assiette ou qui mangent vraiment comme des petits moineaux. Oui, donc ça rejoint un peu la Ouais. question dont j'ai expliqué avant. Mhm. Donc c'est ça, c'est de ne pas s'inquiéter parce que voilà, ils se laisseront pas mourir de faim et il y aura bien un autre moment où ils vont manger, quoi. Oui, oui. Et bien montrer, en tant que parent, bien montrer l'exemple que de manger les légumes, de manger tout ce qu'il y a dans l'assiette, parce que les enfants imitent leurs parents de toute façon. Donc vraiment, en tant que parent, il faut bien montrer l'exemple. Je me demandais justement par rapport à ça, tu dis reproposer. Est-ce qu'il y a des conseils sur on repropose tous les combien de temps? Ça dépend à quel moment de la journée c'est, ça dépend le rythme du bébé, etc. Mais peut-être que si il demande à manger, on lui repropose à ce moment-là, on lui repropose quelques heures après. Ça dépend vraiment de la relation que les parents ont avec leur enfant. Donc Mais ça peut donc au être cours de la assez... même journée. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça peut être assez rapide. Moi, j'imaginais reproposer, ah, on repropose dans un mois ou quelque chose Ah comme non, non, ça, mais non. même ça peut être Non, non, rapidement, c'est au quoi. cours de oui, oui, c'est au cours de la journée. Oui, oui. Et Merci. alors, je vois une autre question, merci. Que mettre en légumes dans la boîte à tartines quand les crudités ne fonctionnent vraiment pas? Mais là, du coup, oui, on peut aussi faire les petits bâtonnets, comme on avait vu, les petits bâtonnets de brocoli quinoa. Et après, si c'est possible, même un petit thermo de soupe ou de gazpacho. Euh, et si les crudités ne fonctionnent pas parce que c'est trop dur, difficile pour eux, on peut juste les blanchir pour qu'ils soient un peu plus ramollis. Euh, et essayer aussi, bah, s'ils aiment bien les tremper dans une petite sauce, leur proposer une petite vinaigrette, une petite sauce blanche de fromage frais, qui pourrait aussi leur donner peut-être plus envie de manger leur petite crudité. Et je sais qu'il y a souvent des écoles qui proposent des bols de soupe le midi, et ça aussi, les enfants, ils aiment bien même tremper leurs tartines dedans. Merci. Et les préados ou les adolescents qui mangeaient des légumes petits puis n'en veulent plus, comment les motiver? Vous savez, on grandit là, on passe à l'étape supérieure. Ben là, par contre, on peut parler aussi des aspects plus nutritionnels.
et du fait aussi que ça peut aussi beaucoup jouer sur la concentration. Je sais à la puberté, etc., il y a beaucoup plus de problèmes de concentration, des problèmes plus d'endormissement et que ça a aussi un impact du coup sur tout ce qui est psychologique, mental. En tout cas, il y a plus d'intérêt nutritionnel à parler avec l'adolescent. Après, c'est un peu comme les enfants qui aiment bien tester les limites des parents. L'adolescence, c'est aussi une période très compliquée. Ils veulent aussi montrer qu'ils ne sont plus sous le chevet de leurs parents, qu'ils font ce qu'ils veulent. Et puis aussi, c'est l'âge aussi où on regarde un petit peu ce que les autres mangent, qui vont lécher au tacos, ils vont tous aller aussi. C'est une période assez compliquée. Et donc, je pense qu'il faut juste armer de patience et proposer aussi, faire comme les enfants, à leur proposer aussi sous d'autres formes. Peut-être juste compléter en disant, parce on a vraiment mené toute une action il y a 2 ans, je pense, par rapport aux familles et pour les ados, parce que finalement, ces questions autour de l'alimentation, elles se posent dans plein de domaines environnementaux, hein, quand on n'a pas envie que les ados achètent plein de fringues de fast fashion, alors qu'on essaye de, voilà, de limiter ce genre de choses. Ça peut concerner un peu plein de domaines. Et une des propositions qu'on avait, c'était d'essayer de trouver, parce que évidemment, comme tu dis, il y a cette opposition quand on est ado, on n'a pas forcément envie d'écouter les conseils des parents. Et des propositions, c'était d'essayer de trouver justement d'autres modèles plus proches d'eux, que ce soit via des vidéos, des TikTok, des comptes Instagram, des podcasts. Il y a plein de jeunes, maintenant avec les émissions de cuisine, il y a plein de jeunes qui aiment cuisiner et qui font ça. Et donc peut-être qu'en fait, en faisant des suggestions, il y a peut-être en fait des modèles intéressants qui sont plus proches d'eux et qui pourraient être plus sympas à suivre que les conseils des parents et qui peut-être voilà, les motiveraient à découvrir d'autres choses au niveau alimentaire. Oui, oui, exactement. Oui, c'est vrai que on a souvent tendance à blâmer les réseaux sociaux avec les adolescents, mais au final, il n'y a pas que du mauvais. Il y a de plus en plus de comptes qui proposent vraiment du contenu pour faire des recettes très simples, très faciles et rapides et de plus en plus saines aussi, car c'est un peu un phénomène de mode, la healthy food. Donc ça, oui, c'est vrai que les adolescents, au final, on ne peut pas leur retirer les réseaux sociaux. Il y a aussi du bon. Et ah oui, au début de la présentation, tu disais que ce n'était pas une bonne idée d'inventer des croyances autour des légumes ni mentir, mais est-ce que psychologiquement, c'est une erreur de dire les épinards, ça fait grandir? Une erreur, oui, bah, c'est vrai que c'est un peu un mensonge, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été une grande consommatrice de légumes, surtout quand j'étais petite. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les légumes, pourtant je vais toujours 1,58 m. Mais c'est vrai que peut-être que le mot grandir n'est pas approprié, mais plutôt dire ça va te donner plus de tonus, plus de peps, ça va t'aider à justement, oui, grandir, mais pas dans le sens en centimètres en tout cas. Peut-être utiliser d'autres termes. Merci. Euh, j'ai plus de questions. Ça a été bien couvert. Je ne sais pas s'il y en a encore dans le chat. Oui, Profitez-en. Vous avez une diététicienne rien que pour vous. J'en profite peut-être pour te demander, dans la présentation, tu évoquais une fiche de naître et grandir avec notamment les âges auxquels, enfin, ce qui était recommandé en termes d'âge, à partir de quel âge on peut faire quoi en cuisine de manière plus ou moins ouais. safe, évidemment chaque enfant étant différent. Peut-être que c'est quelque chose aussi dont tu pourras nous donner les références, les Ouais, ajouter, ouais, comme ouais. ça, je pense que c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression qu'on cuisine, comme dans la vie, on est très très safe, on a toujours peur que les enfants se coupent. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses où quand c'est un peu supervisé, eh ben, finalement, on peut assez jeune participer à plein de choses en cuisine, malgré que les parents ont souvent un petit peu peur. Oui, oui, tout à fait. Même pour les tout petits, on n'est pas obligé de leur donner un couteau entre les mains pour qu'ils coupent leurs légumes, mais tout simplement qu'ils participent pour les laver. On se met avec eux devant l'évier, comme ça ils peuvent laver le légume. On leur montre même juste les épluchures, par exemple, qu'ils puissent les toucher, en tout cas qu'ils puissent vraiment tenir le légume en main, le, vraiment voir ce que c'est la texture. Ils ont aussi des odeurs.
Donc ça peut vraiment être tout simplement le fait de les toucher, de les sentir, de vraiment faire découvrir tous les sens à travers justement l'alimentation. Et ça peut aussi, même, je sais plus, peut-être un peu plus tard, mais même pour la pesée des légumes, verser dans un bol et, ou même simplement juste regarder, pour l'enfant de regarder plutôt que de recevoir son assiette directement toute faite, regarder comment est-ce que ma courgette est arrivée sous cette forme-là dans mon assiette, alors que quand ma maman a été la chercher au supermarché, elle avait une toute autre forme, une toute autre couleur. Par rapport à ça, Et j'ai envie Ouais. de compléter peut-être juste en disant, il n'y a pas qu'en cuisine. Enfin, j'évoquais ces podcasts et ces vidéos qu'on a eu l'occasion de faire avec des producteurs, des productrices, mais il y en a qui font vraiment des systèmes où on va chercher les légumes et les fruits à la ferme, voire même ouais, en tout est fait, oui. autocueillette. Alors bon, même si on n'a peut-être pas envie de faire de l'autocueillette toutes les semaines, je pense que de temps à autre, en fait, vraiment aller au champ, rencontrer les gens qui les produisent et mettre les mains dans la terre, cueillir soi-même. Évidemment, si on a un jardin, c'est génial d'avoir l'occasion de faire un peu un potager avec les enfants. Mais même sans ça, j'ai l'impression que c'est chouette aussi de donner à voir d'où ça vient et que c'est pas forcément tout ne vient pas emballé du supermarché, quoi. Ça vient de Oui, quelque part voilà. et ça fait Oui, partie tout du à fait. cycle, comme de Mhm. cuisiner. Oui, oui, c'est ça, de la petite graine jusque dans l'assiette, en tout cas. Tout à fait. Il y a aussi une demande sur les références de Simplissime. Donc, du coup, ça en faisait trois, hein, des références à envoyer. Ouais, oui, je les note. Euh, Ça va. Sinon j'enverrai, mais comme ça. En tout cas, c'est bien. Il y a des motivés. C'est cool. Ok. Voilà, là, je ne vois plus de questions. Oui, parce que je regarde aussi dans les questions que j'ai reçues par mail. Ouais. C'est- Oui, je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas pour les questions dans les mails. Voilà, s'il y a des dernières petites questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, des interrogations, partage d'expérience. C'est le moment, c'est l'instant. Moi, je me dis qu'il y a des challenges aussi parce que sur, tu disais, représenter aussi, mettre toujours des légumes dans l'assiette, même si on sait qu'il y a peu de chances que peut-être ils en mangent à ce repas-ci. Je me dis qu'il y a du challenge aussi pour arriver à combiner ça sans faire de gaspillage alimentaire. Il y a sûrement des astuces aussi à trouver sur comment est-ce qu'on peut réutiliser, reproposer ces légumes autrement. Oui, oui, Pour... tout à fait. Comme, bah, comme par exemple, je prends l'exemple des poireaux. Souvent, on a tendance à manger le blanc et jeter le vert, mais le vert, il suffit simplement de le blanchir dans de l'eau bouillante et ensuite on le mixe et ça fait vraiment un pesto vert. Donc, ça fait aussi et ça évite le gaspillage et ça fait manger un pesto très riche en nutriments aussi. Il y a aussi par exemple les fans de carottes. On peut aussi faire un pesto avec, ou même les épluchures de carottes. Ça m'arrive des fois de faire des espèces de petits tartares, juste les refaire revenir dans un petit poêlon avec un peu d'huile, rajouter un tout petit peu de sucre et ça fait une espèce de petite tapenade, un petit tartare à mettre sur une tartine. Et ça aussi, je pense que ça peut plaire aux enfants. Ça doit être rigolo de voir la réaction des enfants avec viens, on va faire un tartare avec les épluchures de carottes. Avec les déchets. Pas facile à toutes les saisons, surtout fin de l'hiver. Un peu assez des cucurbitacées et des choux. Mais Oui, c'est c'est vrai sûr qu'il faut les qu'en Belgique, agrémenter. on n'a pas une grande variété de légumes. Mais Pour maintenant, ce que- c'est vrai que il y a beaucoup, et maintenant c'est la saison des courges et ça aussi, c'est très facile de faire des sauces avec, de passer la butternut au four et ensuite de racler l'intérieur de la butternut, se mettre dans un mixeur avec un tout petit peu de crème et du sel, du poivre et ça fait aussi une délicieuse sauce qu'on peut mettre dans des pâtes et ça fait vraiment manger l'entièreté d'une butternut. Ouais, c'est une bonne astuce. C'est quand ce que je disais pour le gaspillage alimentaire, ce que moi je fais, c'est que je remplis pas totalement mon assiette au cas où ma fille ne mange pas.
Et donc, moi, je me remplis pas à 100%. Et donc, si jamais ça marche toujours pas, elle, c'est les champignons, ça veut pas. Et ben, je sais que je me laisse un peu de place pour justement pas gaspiller, du coup, manger la fin de son assiette. Donc, Oui, oui, c'est voilà. aussi un truc très pratico-pratique. Et sinon, des très bonnes astuces aussi que j'ai même fait découvrir à mes colocs qui ne sont pas très légumes non plus, c'est tout ce qui est panais et légumes d'hiver, juste les couper en morceaux assez grossiers, les recouvrir de beaucoup d'épices, paprika, cumin, etc., les mettre au four et ensuite en dessous placer une espèce de crème de feta. C'est de la feta avec un peu de crème qu'on fait mixer au blender et ça fait vraiment un plat vraiment très onctueux avec des légumes grillés. Et eux qui disent qu'ils ont toujours un peu ronchiné sur les panettes, etc., on se sont servis. Donc je pense que ça peut aussi fonctionner pour les enfants. Moi, j'ai le souvenir aussi qu'avec certains légumes comme ça de saison que j'aimais moins, ma maman faisait un plat de tagliatelle et alors elle faisait des tagliatelles de plusieurs légumes et au final, du coup, ceux que j'aimais moins passaient dans les tagliatelles Mais finalement, bon, voilà, pas possible mixées de prédire quoi. dans ces cas-là. Eh bien, je ne vois plus trop de mouvements dans le chat. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Sinon, vous pouvez vite encore vous manifester. J'en profite déjà pour te remercier beaucoup, beaucoup, Sophie, pour de nous avoir consacré cette soirée, pour tous ces chouettes conseils. Merci. Euh, vous pourrez retrouver le replay dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube et les présentations vous seront envoyées aussi. Ceci clôt le cycle de webinaire, mais on vous invite évidemment, si ce n'est pas le cas, à aller redécouvrir, découvrir les deux derniers qui ont eu lieu et ainsi évidemment que toutes ces infos que vous pourrez retrouver sur ecoconso.be/miam avec plein de conseils aussi. Mais voilà, des remerciements qui arrivent dans le chat. Je crois qu'il y aura plus de questions. Je ne sais pas si tu veux avoir un mot de la fin, Sophie, si tu veux dire quelque chose qui serait resté non dit. Je suis super contente d'avoir fait ce webinaire, même si c'était mon tout premier webinaire officiel en dehors de ceux que j'ai fait pendant mes stages, mes études, etc. Je suis contente d'avoir fait ça avec EcoConso, en tout cas, qui est une association en tout cas que je connais depuis maintenant quelques années et qui me tient vraiment à cœur. Et je suis contente aussi de découvrir que les parents sont vraiment très très intéressés, d'avoir eu beaucoup de questions. Ça m'a un peu, ça m'a un peu réconfortée du coup dans mon métier, dans mes convictions. Et voilà, merci à tous. Un grand merci à toi et merci beaucoup à tous nos participants, participantes de ce soir. On vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à bientôt et cuisinez bien. À bientôt!